ça y est, on est présent. Il est 19h15, nous sommes chez vous à la maison. Merci de regarder le Grand Talk pour cette nouvelle semaine que nous entamons. Attention, cette semaine, elle est particulière. C'est la dernière semaine de la saison. Parce qu'à la fin de la semaine, nous partons en vacances. Quelqu'un aurait dit en vacances. Mais bon. Ce soir, sur le plateau du Grand Talk, je suis en compagnie de M. Élisée Boloukou. Bonsoir, Élisée. Bonsoir, Brice. Costume de rigueur. Comme d'hab, d'ailleurs. C'est vrai qu'on est dans la DDD, mais bon. Dans la semaine des dés, pardon. Mais on vous promet quelque chose de particulier pour la DDD. C'est pour la DDD. C'est ça, la DDD. Un grand joueur de billes. Bonsoir, Samajé Daouda Koulibaly, comment allez-vous? Bonsoir, mon bricot, je vais très bien. Oui, merci. Ouais, le week-end. C'était très bien. Et puis, bon. Vous étiez où le week-end? Ben, je me suis reposé parce que, comme tu le sais si bien, j'ai passé un très long moment très alité. Ouais. Aujourd'hui, ça va. Et j'aimerais juste profiter de ce moment que tu m'offres pour souhaiter joyeux anniversaire à Emmanuela, une fan du Grand Talk, et joyeux anniversaire à Alafi Wakili, qui est mon mentor, mon parrain et mon témoin de mariage. Lui qui a vraiment tout fait pour moi aujourd'hui, pour que je sois là où je suis. En tout cas, joyeux anniversaire encore, très cher mentor. Voilà. Emmanuela, laquelle? Emmanuela? Non, c'est une fan du Grand Talk. Voilà. Laquelle? Avance. Je crois que mon épouse s'appelle Emmanuela. Donc... Non. C'est pas Emmanuela ton épouse, t'inquiète pas. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça va très bien, votre week-end? Oui, très week-end bien. à la maison, d'une maman à la maison. Les vacances, c'est les vacances, hein, donc là on a les enfants. Oui. Il faut les occuper. Nos chers Noah et David. Noah, David, Claude et Tan. C'est ça. Toute la team. Bah, bien sûr. Bah, vous êtes une belle et bonne maman. Merci beaucoup. Monsieur André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Votre week-end, oui, je sais que vous l'avez un week-end un tout petit peu mouvementé. J'ai fait un tour à l'intérieur du pays. Ouais. Et donc, voilà. C'est toujours bon d'aller sentir l'odeur du foin. Oh, c'est vrai que si c'est pas l'odeur consacrée, du foin. le foin, voilà. L'odeur du foin. Bon, allez, on va évoquer justement un point, celui-là, dans ma grande révision. Je tenais à ce qu'on parle ce soir de ce concert-là, de Magic System. C'était au festival Malmort. Malheureusement, le concert a été la première soirée du concert, la première soirée du festival, donc qui était ponctuée par le concert de Magic System, a été, on va dire, annulée simplement pour des raisons d'intempéries. À Élisée Boloukou, il y a eu un grand vent en Corrèze qui a perturbé donc la prestation du groupe Magic System. On parle de rafales de près de 70 km. Je pense déjà qu'il faut rendre grâce à Dieu de ce que les magiciens se soient sortis indemnes de cette situation parce qu'ils étaient sur scène lorsque voilà, la rafale a eu lieu et que je dis que dans cette folle course du vent, là, elle a tout emporté sur son chemin. Il y a même des enceintes lumineuses, des portiques lumineux qui se sont même écroulés sur la scène. Heureusement que les magiciens n'ont pas été touchés. Et ça, on tient vraiment à dire merci à Dieu pour cela. C'est la force de la nature, comme on le dit très souvent, même avec les prévisions des hommes et tout ça, la nature est ce qu'elle est. Donc, je ne pense pas que les organisateurs de ce festival-là, s'ils avaient tous les tenants, les aboutissants au niveau météorologique et qu'ils avaient vraiment connaissance de ça, auraient pu maintenir la tenue de cette conférence, peut-être, pardon, de ce festival. Certainement qu'ils savaient qu'il devait y avoir des intempéries, mais pas d'une telle ampleur ou d'une telle nature. Oui, parce que techniquement, aujourd'hui, on est capable de pouvoir tenir des spectacles, même quand il pleut, quand ce n'est pas de violentes pluies. Les enceintes sont waterproof maintenant, le dispositif, la couverture, des trucs. Donc, je pense qu'il y a eu des spectacles sous la pluie où le public a jubilé, mais là, quand même, c'était autre chose. Et même en plus, il faut préciser qu'il y a eu, dans le fond de scène, il y a une toile, justement, qui a été installée pour, en cas de vent à plus de 50 km/h. Donc, justement, cette toile-là était censée donc protéger et supporter l'ensemble du dispositif. Donc, du coup, quand on passe ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la toile, effectivement, a décroché, mais a emporté le dispositif lumineux, ce qui aurait pu être très dramatique. Bah, en tout cas, ça permet de rappeler beaucoup de consignes de sécurité pendant les rassemblements, les spectacles. Il y aura bientôt des meetings en Côte d'Ivoire en faveur de la tenue de la campagne électorale. Donc, c'est de tenir compte. Après, comme vous me disiez tout à l'heure, c'est la force de la nature, même quand c'est prévu. Je voyais le maire de Grand Bassam, la Sodexa Mantel, il dit « Yes !» En fait, c'est vrai qu'il y a des étés orageux aussi en Europe. On peut penser qu'on a le soleil pendant l'été, mais on a aussi beaucoup d'orages et même des inondations
au niveau de l'Hexagone. Et malheureusement, voilà, il s'est trouvé qu'un orage et un violent vent a dû faire arrêter ce concert qui avait pourtant très bien démarré. Je crois que c'était sur le son de la chanson, une des chansons Chéri Coco, que malheureusement il y a eu cette forte rafale. Maintenant, Dieu merci, ils vont bien. Et parce que sinon, j'espère, on n'aurait pas eu notre hymne aussi, tout ça, s'il y avait eu un événement malencontreux qui s'était produit. Parce qu'on doit avoir notre hymne de la CAN en plus. Non, mais il faut souligner, ce que Brice a dit, c'est clair que quand il y a un événement comme ça, sinon on en parle sur un média grand public, c'est pour attirer l'attention des organisateurs de spectacles, pour dire que quand on fait un spectacle, effectivement, il y a des précautions de sécurité, on fait venir des spécialistes qui s'assurent que, voilà, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une inattention, d'un boulon qui n'est pas bien serré, et puis bon voilà, le drame est vite arrivé. Surtout qu'en plus, Magic System, ça arrivé directement sur la scène, mais il ne faut pas oublier que parfois, il y a un public énorme qui arrive et qui peut se retrouver aussi dans la ligne de mire. Juste pour taquiner, le nom du festival Malmort. C'est le nom de la ville déjà. Ah, le nom, oui, le nom de la ville et puis le nom du festival. Après, quand j'ai vu, je me suis dit, bon, bah... Non, juste pour taquiner. Non, je sais. Tu sais, vous avez cette superstition. Malmort. Voilà, Malmort, bon, bref. Les garagistes n'y étaient pas. Je peux vous le dire. Bon, les garçons se portent bien. Notre hymne, certainement, présenté bientôt. Exactement. Le pire a été évité pour les garçons et pour le public. Dieu merci. J'ai eu Assalfo au téléphone il y a je pense hier ou avant-hier, on a parlé. Donc, le moral est bon. Il est un peu triste, effectivement, parce qu'il aurait souhaité, comme tout bon artiste, c'est vrai, les cachets sont payés, tout ça, continuer le spectacle, offrir donc le meilleur au public. Mais un cas de force majeure. Mais voilà, d'accord. Et le public le comprend. Voilà. Et puis, Brice, si vous permettez, je voulais quand même souligner ce qui est arrivé aussi à l'infortune d'un de nos jeunes voilà, beatmaker, Tamsir, qui cette semaine aussi était là-bas donc en Occident, Belgique. Précisément en Belgique, au cours du concert de Travis Scott. Et apparemment, il s'est fait molester dans des conditions extrêmement compliquées déjà, puisqu'il y avait beaucoup de monde. Et lui, il s'est fait piétiner, il sort de là, il se fait happer par la police. Et bon, ça a été vraiment, il a raconté son histoire. Et toute la toile était émue. C'est-à-dire que les spectacles, vraiment, ça doit rester des lieux où on va s'éclater, s'amuser. Les spectacles, on parle de grand rassemblement, globalement. Parce qu'on parle de mouvement de foule aussi, parce que c'est après un mouvement de foule qu'il s'est retrouvé inconscient. Et donc, il a été le temps de retrouver ses esprits, être réanimé. Malheureusement, il s'est retrouvé sous les coups des agents de sécurité du concert. Et puis encore, après être pris en charge par l'ambulance, il a été également molesté par la police, encore. Voilà. Enfin, de toute façon, sans savoir vraiment, parce qu'on a le témoignage de Tamsir, moi, je soutiens que vraiment, dans un spectacle, le maintien de l'ordre n'est pas pareil que dans une manifestation où parfois les esprits sont déjà un peu échauffés, etc. Or là, c'est un spectacle, on vient s'éclater, il peut y avoir quelques bousculades, mais je pense que la force doit être vraiment mesurée. Aller jusqu'à le tuméfier, etc. Je trouve que, en tout cas, s'il n'a pas fait d'opposition ou refus d'obtempérer, comme on dit, je pense que rien ne peut expliquer oui, parce que dans la vidéo qui a été diffusée, on le voit couché et inconscient, et on voit les agents se mettre sous lui, sinon il aurait complètement bougé, mais il était carrément inconscient en fait. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura dans les prochains jours le fin mot de l'histoire, plus de détails certainement sur ce qui est arrivé à notre cher Tamsi, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et du fond du cœur, on te dit bon courage, mon cher frère. Bon, et les amis, on va évoquer un autre point, celui-là concernant la levée de la suspension du Mali. Eh bien, c'était au cours de la conférence, de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, une conférence qui s'est tenue, session extraordinaire qui s'est tenue donc à Bissau, c'était le 8 juillet dernier. Et puis, entre autres décisions, eh bien, il faut noter la levée de la suspension du Mali, donc des organes de l'institution. Rappelons que cette suspension a été prise en janvier, le 9 janvier 2022 précisément. Oui, c'est bien ça, comme tu le disais toi-même tantôt, la décision a été prise lors du sommet extraordinaire de l'UEMOA et c'était présidé par le Nigérien Mohamed Bazoum. L'organisation a décidé de la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions. Donc, tu l'as dit, la décision avait été prise le 9 janvier suite à la décision des autorités maliennes de prolonger la durée de la transition de 5 ans encore. Cette levée de suspension, selon certaines indiscrétions,
a été conditionné par le respect du changement du chronogramme, le respect du chronogramme de la transition. Mais il est important de noter que la transition militaire a dernièrement organisé un référendum constitutionnel qui va sortir sûrement sur des élections pour février-mars 2024. Mais si les sanctions ont été levées au niveau de l'UEMOA, pour la CEDEAO reste intacte, ça n'a pas changé. Eux, ils disent quand l'ordre constitutionnel sera établi, ils pourront lever les suspensions. Justement, que des deux institutions comme ça, africaines, ont des décisions qui peuvent paraître comme deux sons de cloche. Comment vous appréciez cela? Le mois dit non. C'est un peu normal, même si moi je désapprouve la décision, mais c'est un peu normal parce que l'UEMOA, c'est une organisation économique et monétaire, parce qu'il y a l'UMOA et puis il y a l'UEMOA. Donc c'est une organisation économique. Donc du coup, elle est vraiment beaucoup plus sensible aux conditions économiques dans un des territoires donnés. C'est-à-dire que la CEDEAO, quand même, c'est avant tout un rassemblement politique, surtout la conférence des chefs d'État. Là, vraiment... La sortie de l'interdiction de voyager et tout ça, il y a d'autres sanctions comme ça? Non, l'UEMOA, c'est vraiment plus des sanctions économiques et financières. C'est au niveau des finances. C'est eux qui gèrent, je vais dire, la BCAO, le franc CFA, etc. Donc, mais en revanche, pourquoi je dirais que j'étais en désaccord, une façon de dire, parce que je désapprouve le fait que nos institutions, parfois, ne vont pas jusqu'au bout de leur logique, en fait. Parce que c'est toujours ça, c'est-à-dire que quelqu'un, demain, peut commettre un coup d'État, il se dit, bon, les mecs, au bout de 3 ou d'un an, ils vont flancher. En fait, c'est ça que je... Mais en même temps, c'est un exercice qui est délicat, puisque les sanctions économiques impactent en premier lieu les populations. Donc, comment on fait pour que, justement, ça n'impacte pas les populations, mais en mettant aussi la pression sur ceux qui sont arrivés au pouvoir par un putsch, il faut le dire. Élisée Bouliboué, je ne vous ai pas encore entendu. Ok, d'accord. Non, mais il est important quand même de juste rappeler que la CEDEAO a quand même fait une levée partielle des sanctions. Voilà, en acceptant la transition au Burkina, c'était lors d'un sommet des chefs d'État, donc il y a une levée partielle des sanctions, même si elle n'est pas totale. Bon, je me dis que c'est au regard quand même d'un certain nombre de conditions, j'estime. Si tant est que la CEDEAO même et l'UEMOA ou du moins qui ont sanctionné le Mali pour des raisons que nous savons tous, notamment la manière dont le pouvoir a été pris et puis comment la transition était gérée. Si aujourd'hui, l'UEMOA décide de pouvoir lever les sanctions, je pense que ça obéit à une logique. On veut que le Mali organise des élections pour février et mars 2024. Pour organiser les élections, on sait ce que cela engrange comme moyen financier dans un premier temps, comme suivi même, comme mobilisation de communautés internationales, parce qu'il faut que les élections soient suivies, il faut qu'il y ait des observateurs. Il y a un ensemble quand même d'éléments qui doivent entourer l'organisation des élections. Vous ne pouvez donc pas mettre des gens sous sanction, les empêcher d'avoir, de pouvoir entrer en possession d'un certain nombre d'éléments et puis leur demander de faire des élections, ça devient un peu contradictoire. Donc je pense que c'est en prélude à tout ça qu'effectivement ces sanctions-là sont levées. Mais également aussi, comme Daouda l'expliquait si bien, parce que la transition malienne a revu aussi son calendrier, qui de 5 ans est finalement passé à 24 mois, c'est-à-dire à 2 ans, et qui est censé prendre fin, comme on le disait, dans la période de février et mars, qui doivent déboucher sur des élections présidentielles. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que in fine, l'objectif, c'est de permettre quand même à l'avènement d'une stabilité au Mali et que le Mali aussi retrouve sa place au sein de la communauté. Parce qu'au-delà des régimes, c'est des individus, c'est des peuples qui ont besoin quand même quelque part aussi de vivre. Donc dans le régime malien, il rassure un peu plus? Comment? Le régime malien rassure un peu plus? Non, pas qu'il rassure un peu plus, mais aujourd'hui, quand tu regardes au niveau du Mali, la situation est assez difficile depuis la prise de ces sanctions par l'UEMOA et par la CEDEAO. D'autant plus que, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les réseaux sociaux, les influenceurs maliens se plaignaient de la coupure intempestive de courant. Mais en plus de ça, même quand on regarde la crise économique qui frappe le monde entier, avec une situation que le monde entier vit, quand tu regardes la situation du Mali avec ces sanctions, ils ne peuvent pas tenir. Donc, je vais dire aujourd'hui, le militaire Assimi Goïta a commencé sûrement à revoir ses positions, puisqu'il y a eu même des délégations en sourdine qui sont venues ici à Abidjan aller voir d'autres présidents. Je pense que sûrement, ils ont commencé à demander pardon, ce qui a fait qu'on a commencé à alléger leur situation au niveau monétaire. Sinon, franchement, j'avoue que moi, ils ne me rassurent pas. Je me demande, est-ce qu'ils pourront tenir cette date-là véritablement? Mais on attend de voir, puisqu'ils ont chacun donné ses conditions, on attend de voir ce que ça va donner entre mars et février. André, Edith, Élisée, vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible d'organiser des élections dans un tel contexte au Mali?
Après, c'est délicat parce qu'on parle d'une région, quand je prends le Mali, quand je prends le Burkina Faso et la Guinée, et même le nord de la Côte d'Ivoire, on parle d'une région qui est quand même, qui souffre donc des affres du terrorisme. Certaines zones au Burkina Faso sont complètement occupées par les terroristes. Les élèves même ne peuvent plus aller à l'école. On parle également du Mali. Donc oui, on peut penser que le Mali ne rassure pas, mais je pense qu'il est nécessaire de pouvoir arriver à ces élections. À l'ordre constitutionnel. Voilà, à revenir à l'ordre constitutionnel en 2024. Mais après, une fois qu'un régime militaire prend le pouvoir, on l'a vu au Mali, Assimi Goïta avait donné les rênes aux civils. Après, il a récupéré ces mêmes rênes une fois pour lui-même finalement s'installer au pouvoir. Est-ce que ça garantit qu'après mars 2024, lorsque le pouvoir reviendra aux civils, il ne décidera pas, selon son appréciation, de reprendre encore le pouvoir une fois de plus, sachant la zone, la poudrière dans laquelle le Mali se trouve avec le Burkina Faso, la Guinée et autres. Donc c'est assez délicat. Enfin, vous avez posé une question, Brice, mais je veux y répondre, mais réagir par rapport à ce qu'Élisée a dit, que les sanctions ont été décélérées là dans un contexte, mais évidemment, forcément. Mais je veux dire que le contexte, pour moi, est toujours... Ce qu'on nous demande, c'est de faire une analyse. Et moi, pour moi, je trouve que c'est fait, l'analyse, en tout cas, c'est fait dans de mauvaises conditions. Parce que je pense que quand on prend les mesures, c'est pour obtenir un résultat. Et les résultats, c'est par exemple que les gens décident de se retirer du pouvoir ou de faire des élections. Ou, enfin, voilà. C'est-à-dire que si ça permet au pouvoir militaire, notamment, de louvoyer et de continuer à la chose, et qu'en plus, le peuple lui-même, parfois, est pris en otage et qui n'a aucun moyen de manifester, je me dis que finalement, tout ça, au fond, ça n'aura servi à rien. Il y a aussi à noter la délicatesse de la démarche. Laquelle? Au Mali, dernièrement, vous faites pression sur une junte, mais en même temps que vous faites la pression, il y a des dégâts collatéraux sur la population. Oui, mais c'est à ce moment-là que... Parce que je dis, on a vous avez dit vous-même que cette population-là aura du mal. Parce que l'idée, souvent, quand ça se fait, c'est qu'on veut faire pression sur le peuple, que cette pression-là puisse permettre au peuple de pouvoir se révolter. Donc vous connaissez ma approche. Moi, je n'ai pas changé. Depuis tout, j'ai dit, pour moi, on fait les sanctions. Le peuple qui souffre doit connaître son adversaire. Et son adversaire, c'est la junte. C'est de lui dire... Mais André, si c'est de lui dire... Non, je finis. Et de lui dire... Écoute, à cause de toi, on me sanctionne, je n'arrive pas à manger, je n'ai pas le courant, donc il faut partir. C'est ça que je dis en fait. Le Mali, ça a été le contraire, il est soutenu par la population. Non, au-delà mais au-delà. On a vu le référendum. Non, mais en fait, l'objectif après les sanctions, c'était quoi? Un retour à l'ordre constitutionnel. Et la CEDEAO a adopté une feuille de route avec le régime malien, avec la junte. Une feuille de route. Il était question dans cette feuille de route-là que la junte s'engage sur un certain nombre de choses. Et parmi ces choses-là, il y avait la révision du calendrier. Je pense quand même qu'à ce niveau-là, la junte a fait quand même un pas. Donc quand la junte fait un pas comme ça, donc on se dit quand même qu'au niveau de l'instance sous-régionale, il y a nécessité quelque part aussi d'accompagner, voilà, de montrer que nous, on n'est pas juste pour sanctionner, mais il y a une volonté qui nous anime en voulant sanctionner, c'est de vraiment revenir à l'ordre constitutionnel. Donc s'il y a un pas qui est fait, l'autre aussi essaie d'établir un pas. C'est une lecture partielle. Et on essaie d'avancer sur cette logique-là. Maintenant, non, c'est pas une lecture partielle. Moi, je veux juste qu'on soit factuel. Même quand on prend la situation en Côte d'Ivoire à l'époque, même quand on a été sous sanction, mais arrivé à un moment là, quand on a vu que les choses allaient dans un certain sens, il y a des sanctions qui ont été levées au niveau de la Côte d'Ivoire qui nous ont permis quand même de faire un certain nombre de choses. Mais pourquoi ça a été levé? Mais parce qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Parce qu'il y a eu une situation démocratique qui a pu être exercée. Aujourd'hui au Mali, excusez-moi, il n'y a pas des partis qui peuvent s'opposer au pouvoir malien qui aujourd'hui est en train de se préparer son passage aux civils pour prendre le pouvoir. C'est ce que je veux dire. C'est qu'à un moment, il ne faut pas se laisser berner. C'est ça. Non, ici, en Côte d'Ivoire, il y avait un pouvoir, c'est vrai, il y avait des sanctions, mais après, l'opposition pouvait s'exprimer, il y avait un cadre politique qui a été mis en place, qui a permis de préparer la transition. Qu'est-ce qui te dit, mais là, on va inexorablement vers... André, qu'est-ce qui te dit qu'au Mali, les opposants n'ont pas droit à la parole? Parce que dernièrement, même lors du référendum, même si pour toi, ce n'est pas un référendum, lors de ce référendum constitutionnel, mais... Assimi Goïta et sa gente et leurs supporters ont pris le stade en bail, mais ceux qui étaient pour l'autre camp, ils sont allés manifester ailleurs. Donc pour dire que les gens, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ils disent clairement ce qu'ils ont envie de dire. Edith a dit quelque chose qui est important, quand elle a dit que le peuple le soutient. Oui, mais ce n'est pas tout le peuple. Ceux qui ne le soutiennent pas, on ne les empêche pas de parler pour autant. Mais aujourd'hui, la démocratie n'est pas libre au Mali. Mais là où nous en sommes aujourd'hui, quand
qu'on aime Assimi Goïta ou pas, il a fait un pas. On était de 5 ans, on est arrivé à 2 ans. Je pense que c'est bon à prendre. Il faut faire des compromis. Il a fait des compromis. Le moi a fait des compromis. Moi, si tu permets, voilà. Moi, je pense quand même que sur ce plateau, il y a des mois en arrière, on était vraiment tous assez critiques. Mais en même temps aussi, il faut observer l'évolution des choses. Il y a un référendum qui a été fait. C'est vrai qu'il tourne autour de 39,47% de participation, que moi je trouve déjà très salutaire, parce que quand on regarde même les élections dans notre sous-région, la plupart du temps on est dans cette fourchette-là. Même présidentielle, on est autour de 37, 40 très souvent. Donc je pense déjà que ça c'est déjà une bonne chose. Même si c'est vrai que des dysfonctionnements ont été signalés dans certaines parties du pays, notamment dans la zone nord, et on sait déjà les raisons pour lesquelles ça a été ainsi. Non, ne parlez pas de dysfonctionnement, il n'y a pas eu d'élection dans les zones nord. Mais même en Côte d'Ivoire, il y a eu des lieux où il n'y a pas d'élection. Pas dans toutes les zones. Lui, il dit même en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars-là? Attends, Brice. C'est pour dire que dans toute élection, il n'y a pas eu d'élection dans tout l'Azawa, dans toute la partie nord où les mouvements sont. Il n'y a pas eu d'élection là-bas. Mais voilà. Faut pas dire tout, c'est pas tout le Nord. En Côte d'Ivoire, ici, il y a eu des élections dans le Nord, mais sauf qu'il y a des poches où, forcément, à Abidjan, il y a eu des échauffourées, il y en a eu à Daloa, etc. Mais André, je ne pas la même chose. Mais je me finis, oui. Bon, il y a eu des illégalités. Là-bas, il n'y a pas eu d'élection. Ça fait deux, voilà. Non, il n'y a pas eu d'élection dans la partie nord du pays. Merci, André, on a validé. C'est un fait. Dans certaines parties du nord du pays, pas dans toutes les parties du nord. C'est bon, allez, on a précisé. Donc voilà, donc il y a eu même s'il y a eu certaines irrégularités, on s'accorde quand même autour d'un taux de participation de 39,47% que je trouve quand même satisfaisant. Et là, ça peut produire quand même un résultat. On dit 97% des votants ont adopté cette constitution. C'est stalinien quand cette même. constitution-là. Franchement. La naïveté ceux que tu entends qui sont allés même faire un meeting et ils représentent que 3%. Voilà, 3% d'acheter dans mes Non, mais attends, Brice, non, attends, Brice. On parle d'un projet de constitution. Le projet de constitution ne veut pas dire que l'opposition est forcément contre. Peut-être que dans le projet de constitution-là, ça épouse l'assentiment de l'opposition. Qu'est-ce que vous en savez? C'est un projet de constitution. Donc cette base-là, moi je trouve qu'il n'y a même pas arrêté. Ici, on a voté à 97%. 97%. Oui, 97%, les gens ont accepté la constitution. Ça veut dire que la constitution, il y a une adhésion générale autour de la constitution. Mais voici des gens qui commentent un pouvoir militaire, qui organise un référendum. Vous savez, partout on a fait ce genre d'exercice. On a associé pleinement un pouvoir civil, comme on l'a fait. Le Mali l'a déjà vécu. Il y a eu, ça là, il y a eu Diakunda, etc. Donc là, franchement, j'apprécie votre optimisme. Mais je ne préjuge pas. Au constat, les militaires sont en train de contrôler une situation alors qu'ils n'ont rien apporté au Mali. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Mais André, on est d'accord avec toi sur ce point. Non, mais André, moi aujourd'hui, là, vous et moi, notre volonté, et je pense que c'est la volonté de la communauté ouest-africaine, c'est de parvenir à un régime civil. Ce qu'on peut faire pour arriver à ce régime civil-là, moi je pense qu'il faut y aller. Il faut faire des compromis. C'est tant que c'est possible. Qu'on nous donne un calendrier qui nous permet de février à mars 2024 d'avoir un régime civil, bon, on y va. Tous les Maliens eux-mêmes qui, comme on le dit, n'ont préjuge de leur souffrance, mais décident aujourd'hui d'aller dans cette constitution et d'aller inexorablement, qui va déboucher sur des élections libres, qui vont leur permettre de... Le Mali, on ne peut que les accompagner, en fait. Le Mali, il est déjà fait. On a eu un coup d'État, on a eu une autre prise du pouvoir par la force. Par la force. Le mal, il est là, il est déjà fait. Le plus important, c'est de pouvoir sortir rapidement. Et d'aider le Mali à sortir. D'aider le Mali à sortir de cette situation jusqu'en mars 2024. On verra ce que ça va donner. Les populations ont cette volonté aussi d'accompagner ce régime militaire à pouvoir également redonner le pouvoir aux civils à travers des élections. On espère qu'après mars 2024, la situation reviendra dans l'ordre. Maintenant, pour revenir rapidement sur tout ce qu'on a vécu de 2021 jusqu'à maintenant, avec ces coups, ces putschs successifs, les chefs d'État, je pense que la gouvernance doit être le point central. Parce que pour éviter ce genre de situation, c'est d'offrir des conditions de bonne gouvernance dans nos États. Pour ne donner aucun prétexte à n'importe quel... c'est pas juste. Rien ne doit justifier un coup d'État. Je mets entre guillemets, ne donner aucune ouverture à un régime militaire de pouvoir s'imposer par la force. Parce que lorsqu'on a une situation de bonne gouvernance, on ne tombe pas dans ce genre de situation, dans des coups d'État. Voilà. Mais en fait, ce que tu dis, moi, là où je ne suis pas d'accord avec toi, rien dans un État ne doit justifier des coups d'État, quel que soit le prétexte. Parce qu'on a vu ici dernièrement... Je n'ai pas justifié des coups d'État, oui. Je ne dis pas que tu justifies. Je parle de brèche. On nous dit qu'il y a une brèche. Pourtant, il n'y a pas de brèche. Après une brèche, l'eau peut s'engouffrer. Je veux dire, même s'il y a la brèche, il faut
rester collé à la Constitution, faire tout de façon constitutionnelle à ce que cette personne-là quitte le pouvoir. On l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump, les gens ont tout fait pour qu'il parte. Il est parti de façon légale. Personne n'a pris les armes pour poursuivre quelqu'un. Mais en Afrique, chaque fois, nous, quand il y a une petite brèche, un petit trou, on veut s'engouffrer. Les Africains sont les seuls à approuver des coups d'État dans des conditions extrêmement... Bon, ne dites pas que les Africains. Non, il ne faut pas dire que... Parce que ne généralisons pas. Non, parce que moi, ça me fatigue. Ça me fatigue quand il dit approuver, c'est-à-dire que... Il n'y a pas que les Africains, je veux Bon, dire. ok, d'accord, on est d'accord. Vous avez vu que je viens exagérer un peu. Mais en même temps, ce que je veux dire, voilà, non, ça veut dire que je ne peux pas accepter qu'un militaire, un putschiste, vienne se parer d'un habit de choses. Non, pour moi, le coup d'État n'a pas de raison d'être. Il y a rien ne peut expliquer un coup d'État. En plus, dans le cas du Mali, en 2020, il y a un président qui avait été élu. C'est ça. Il était contesté par la rue. La rue, c'est le peuple qui manifeste. Quand le peuple manifeste, on laisse le peuple aller au bout de sa logique. S'il veut l'insurrection et prendre le pouvoir, les organisations démocratiques, ou la vie démocratique est organisée autour de la volonté du peuple. Si le peuple se manifeste tous les jours, le matin, midi, soir, on n'a pas besoin d'un militaire. Mais tu sais, André, là où j'accorde un peu de crédit à ce que Mme Bleu dit, c'est que quelque part, c'est qu'au Mali, le flanc. Les trois quarts des gens, moi je ne parlais pas de prêter le flanc, mais les Maliens eux-mêmes avaient tendance, eux tous, à soutenir, la majorité à soutenir le putsch. Non, c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Mais sur quoi tu te fondes? On peut discuter. Mais bon, d'accord, il a dit quelque chose. Je vais réagir. André va dire pourquoi. André va dire pourquoi il n'est pas d'accord. Il ne peut pas dire ça parce que le peuple en question a été pris en otage par les armes. Et ça, vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte cette analyse. Mais quand on est pris en otage, par les armes, on ne descend pas dans la rue pour applaudir. Ça a déjà été vu ailleurs. Parce qu'on manifeste sa joie, on se dit, enfin, celui qu'on contestait est parti. Mais on manifeste sa joie pour des mauvaises raisons. Parce que celui qui vient avec les armes, là, il n'a pas le même agenda que nous. Parce que, juste une chose pour terminer, au Mali, pendant la même période, rappelez-vous, il y avait une insurrection populaire avec comment il s'appelle là, l'imam Diko. Et bien voilà, donc c'était populaire, c'était civil, et voilà, on laissait cette insurrection donner toutes ses conséquences, c'est-à-dire on pousse un président à démissionner. Une fois qu'il démissionne, on organise une transition civile et le pays est reparti. Mais de toute façon, on l'a déjà vu. Hein, je dis même, on l'a vu au Burkina, on l'a dit. Même en Côte d'Ivoire, bon, là pour parler de l'insurrection, mais on a vu ici, lorsque les militaires arrivent, il y a toujours une fois de la population qui descend pour applaudir. Ça a été vu au Congo. Oui, mais je vais dire... Moi, je pense que, contrairement à ce qu'André dit, hein, moi, je reste sur ma position. Ni insurrection, ni quoi que ce soit ne doit pouvoir justifier le départ d'un régime qui a été mis en place de façon démocratique. La démocratie nous donne les rudiments pour qu'on puisse changer nos gouvernants. Mais allons sur le cas du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ça a commencé par contrairement à ce qu'on dit. Ibrahim Boubacar Keïta, il part du pouvoir à peine une année et demie après avoir été élu démocratiquement par la majorité des Maliens. Donc si on estime à ce moment précis, là, les Maliens estiment à ce moment précis qu'un an et demi après, ils constatent que celui qu'ils ont mis là au pouvoir n'a pas fait ce qu'il devait faire, mais il n'est pas au terme de son mandat. Il n'est pas au terme de son mandat, donc on attend le mandat, on s'organise et on le fait partie au moment venu avec des élections libres. La question d'insurrection et autres, ça vient créer de l'anarchie dans nos populations. Ça vient créer, on a des députés... Non, pas du tout. Si, ça vient créer une anarchie dans nos sociétés, une instabilité dans nos sociétés. Je parle d'insurrection. Non, c'est une façon de dire. Mais c'est d'insurrection que je parle. Je parle d'insurrection. Non, c'est une insurrection populaire. Ça ne veut pas dire que les armes. Ça veut dire que quand matin, midi, soir, dans un pays, ce qu'on fait, l'État nous dit, allez-y au travail matin, midi, soir. Un jour, on se lève, on dit, on ne va plus au travail, mais on ne prend pas les armes. C'est une insurrection. C'est-à-dire qu'on dit, nous, on ne fait pas tourner l'administration. C'est pas une insurrection. Non, si vous voulez, c'est une façon. On fait pas tourner l'administration. On fait pas être une question de parler, monsieur André. De sorte que... Non, mais j'essaie d'expliquer mon point de vue. Oui, mon avis, les pays où tous les matins, ils s'asseyaient. Ils ont manifesté. Et quand vous manifestez, le pouvoir, c'est qu'il ne peut plus travailler, il n'a plus les leviers. Mais il démissionne. Oui, mais bon, vous l'appelez insurrection, vous l'appelez révolution. Appelez comme vous voulez, voilà. Ça n'est que l'anarchie. Mouvement d'humeur, ça n'est que l'anarchie. Bon, on fait ce débat. Nous, on va au JT. On se retrouve juste derrière pour évoquer un point qui va être important, c'est que désormais, les usagers d'accidents de la route sont désormais devant les tribunaux. Ils sont désormais devant les tribunaux. C'est le premier en Côte d'Ivoire, on aura l'occasion d'en parler. Et nous sommes en compagnie de notre invité, le colonel Dédi Séraphin. On parle avec la fermeture saisonnière de la saison de pêche. On en parle. Bougez pas, bougez surtout pas. On revient tout à l'heure.
Ça y est, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de regarder notre rendez-vous sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et le numéro 6 de la TNT. Sur le plateau, je suis en compagnie des plus grands chroniqueurs, André Bois, Madame Edith Beaubleu, Monsieur Daouda Koulibaly et Monsieur Élisée Boloube. Et vous, à la maison, sur nos pages des réseaux sociaux, vous êtes très nombreux, vous réagissez, vous êtes très actifs. Depuis un moment, en tout cas, on sent votre participation, vos différentes participations donc sur la page de l'émission. Merci beaucoup. Ceci dit, les amis, on va évoquer, j'en parlais juste avant le JT, eh bien, le point sécurité routière, il est noté que désormais les impliqués dans les accidents de la route devront maintenant répondre de leurs actes devant la justice. Le tribunal de simple police dédié aux infractions routières a démarré ses activités le vendredi 7 juillet 2023 au tribunal de première instance du Plateau. Comment vous appréciez cette nouvelle ? Non, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle d'instaurer un tribunal de simple police qui est dédié aux infractions routières. Et des mots du procureur Adou, c'est une première en Côte d'Ivoire, M. Daouda. Oui, bon, il dit première en Côte d'Ivoire, mais il faut le dire les choses clairement, ça existait déjà. Qu'est-ce qui existait? Parce que c'est comme si on ne jugeait pas les gens qui étaient... Mais M. André, laissez-nous le temps de terminer. Ne parlez pas juste parce que vous le répondez. Déjà, ça existait déjà dans l'article 532 de la loi 2018-975 du code de décembre 2018 du code de procédure pénale. Ça existait, mais ce n'était pas vraiment mis en œuvre. C'était juste mis en œuvre dans les cas où, généralement, il y a eu un accident où il y a eu mort d'homme, comme qu'on appelle ça, la dame médecin qui a été renversée avec sa famille à Angré. Mais pour des accidents mineurs, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que vous appelez accident mineur? C'est-à-dire qu'ils ont détruit les biens de quelqu'un? Vous pensez que ce n'est pas donc aujourd'hui, quand on a instauré un tribunal de simple police, je vais t'expliquer de façon simple pour que tu puisses comprendre, parce que c'est assez difficile pour toi. Le tribunal de simple police est une juridiction, oui mais je l'ai dit quand même, qui juge les infractions pénales les moins graves, telles que les contraventions. Donc désormais, il y a un seul juge avec des policiers qui seront là. Quand tu as commis une infraction, un chevauchement de chaussée, tu as cogné, qu'on appelle ça, la bête de quelqu'un ou bien un accrochage, on peut te juger devant ce tribunal. Donc toute contravention, cette juridiction va juger cela maintenant. De sorte à ce que chacun puisse rouler normalement sur la voie publique. Donc tu n'iras plus devant un juge parce qu'il y a eu forcément mort d'homme. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Quand on a tu iras devant un juge s'il y a mort d'homme également, pas s'il n'y a oui, plus. Oui, quand il y a mort d'homme, tu y vas, mais là encore, la sanction serait un peu plus grave. Mais même pour les simples contraventions, tu vas aller devant le juge. Mais quand on a fini de dire ça et qu'on fonce, j'allais dire... Tête baissée, tu l'as dit? C'est une porte ouverte. Ici, les contraventions que vous voyez, les 2000 francs, etc., c'est des contraventions qui sont... André, pardonnez-moi, mais ce que je lis ici... C'est donné sous la base d'un policier... Pardonnez-moi, ce que je lis ici, je n'ai pas besoin de faire abattre, les impliqués dans les accidents de la route. Pourquoi n'entendez pas les chevauchements de voie? Oui, je parlais de contravention. Il parlait de contravention, oui, c'est ce que je lui dis. Mais c'est lié aux accidents. Oui, mais je ne sais pas pour rester poli, parce que tout à l'heure, il a sorti des noms d'oiseaux qui ne correspondent pas. Je dis juste que vous enfoncez une porte ouverte, parce qu'en Côte d'Ivoire, les contraventions que vous voyez, 2000 francs, 3000 francs, c'est fait sous... j'allais dire le contrôle d'un officier de police judiciaire. Voilà, donc c'était déjà fait. On n'a pas besoin d'un juge pour nous parler de contravention. Mais justement, on parle de juge parce que justement, il y a accident. Ben justement, donc, on ne parlait pas de contravention. Ici, ce sont des accidents. Je suis content de vous faire comprendre. C'est difficile à comprendre, ce monsieur. Bon, Élisée, je vais avoir d'autres avis parce que, visiblement... Non, moi, je pense que le procureur vient juste... disons, rappeler à ceux qui le savaient déjà et informer ceux qui ne le savaient pas que faire un accident de la circulation, au-delà de juste voir la contravention qui pouvait être payée, il y a cette possibilité-là de te retrouver devant le magistrat, devant des juges et même de subir une sanction pénale. C'est ce qu'il vient rappeler pour ceux qui savaient et informer éventuellement ceux qui ne le savaient pas. Et ça, c'était quand même important qu'ils le disent. Maintenant, je crois que tout ça, on est tous unanimes à reconnaître que ça rentre dans une campagne générale de sécurité routière pour amener les uns et les autres vraiment à faire preuve de plus de vigilance et à être beaucoup plus prudents sur nos routes afin d'éviter des dégâts et des morts éventuellement. Bon, allez, à propos de première, peut-être qu'on va situer le contexte. On aura certainement, pour la première fois, un juge unique, donc désigné donc, pour analyser les accidents et infractions liés à la circulation. Voilà, c'est bien ça. Donc désormais, si vous roulez mal et que vous emboutissez la voiture de quelqu'un, vous allez vous retrouver devant ce juge-là. Si c'est un peu trop grave, vous allez en prison à partir de... C'est après un constat. Oui, bien sûr, c'est après le constat. Et après le procès aussi. Oui, après, voilà.
Non, mais on dit tout ça, c'est bien beau, mais il ne faut pas engorger déjà nos tribunaux qui sont déjà choses. Hein. Attends, faut faire attention non plus. Parce que je veux dire que non. C'est un tribunal spécial qui est créé. Non, mais il fait bien. Je fais bien de le préciser parce que les infractions, vous savez, il y en a quand même. Souvent, parlant d'accident, le mot est bien dit, c'est accident. Parce que si ça doit tout le temps aller, on doit aller au tribunal parce que l'autre m'a cogné justement mon pare-choc, l'autre m'a. Tu vois, c'est ça. Donc à un moment, ce genre d'infraction, ça va engorger les tribunaux. Et non, je pense que derrière, pas... ça peut être un effet d'annonce, mais attention, il s'agit vraiment des cas d'accident où il y a la responsabilité des gens est engagée parce que soit c'est de l'imprudence. On a violé le code de la route, l'alcool, enfin, on conduit sous stupéfiants, etc. André, faut pas, donc, quand tu les infractions, attention. Non, mais est-ce qu'on peut avoir une vision plus globale, à part ton information de propagande? C'est important de repréciser les propos du procureur de la République, Adou Richard. Il a dit l'automobiliste ne doit pas faire sur son passage des orphelins, des veufs et des veuves. Il ne doit pas être à l'origine d'une quelconque infirmité partielle ou totale à autrui. Est-ce à dire que, comme tu viens de le dire, que lorsque deux automobilistes s'emboutissent l'un l'autre ou que l'un emboutit et qu'il n'y a pas de dommages corporels, est-ce que dans ce cas également, les deux automobilistes se retrouvent devant le tribunal? Non, on ne va pas attendre forcément. Parce que ces propos sont assez clairs, je trouve. Oui, mais on parle de dommages corporels. Mais lors de la mise en place du tribunal de police et autres, je veux dire, il parlait, ça c'est une façon d'expliquer les choses, pour parler comme toi. Ça ne veut pas dire que quand il y aura accident, il n'y aura pas de procès. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de procès, quand je parle de contravention justement, c'est vrai que ce tribunal spécial est mis en place, mais ça va pousser les gens, on va amender les gens, parce que généralement les gens commencent à arrêter les infractions quand on commence à toucher au portefeuille. Et quand ton portefeuille est touché une fois, deux fois, trois fois pour des infractions, vraiment... Mais Daouda, c'est à ça que servent les contraventions qu'on a tout le temps. Mais on ne va pas se limiter aux contraventions, 2000, 3000. Il faut qu'on puisse mettre les contraventions un peu plus loin. Surtout, André, que vous évoquiez quelque part tout à l'heure, le fait que ça puisse engorger les tribunaux. Oui. Moi, je m'interroge parce que là, pour l'instant, on me dit que c'est un juge unique. Donc, un juge unique, il ne pourra même pas gérer les affaires. Il sera seul à gérer combien de dossiers? Parce que là, justement... À ce moment, il faut arrêter les effets d'annonce aussi. Bon. C'est ça le problème. En tout cas, je pense qu'on aura mais déjà, l'occasion. Il y a une bonne initiative qu'il faut saluer. On vous le concède. Voilà. Ça va faire plaisir. En tout cas, on espère avoir sur le plateau quelqu'un du ministère, donc soit des Transports ou du ministère de la Justice, pour pouvoir nous donner plus de détails. Pour en parler, en tout cas, nous, on voulait faire un petit coucou, hein, quand même, au procureur Adou Richard. Ouais. On espère qu'on l'aura ici. On espère qu'on l'aura ici parce qu'avec lui, on va évoquer, en tout cas selon son agenda et sa permission, on aura également évoqué sa nouvelle nomination. Et puis, pourquoi pas nous donner des détails sur ce juge, hein, pourquoi pas, dont on parlait. Allez les amis, on est très très heureux pour la suite hein, de recevoir un invité sur notre plateau. Le colonel Dédi Nadié Séraphin sur notre plateau. Bonsoir colonel. Bonsoir. Avec moi on parle de la fermeture saisonnière de la pêche maritime. J'avoue que ma voisine, quand elle a entendu que la saison est fermée, pour la pêche, elle s'est inquiétée. Alors qu'est-ce que c'est que la fermeture saisonnière de la pêche maritime? Ça se présente comment? À quoi devra-t-on s'attendre globalement? Merci bien. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez. Je vous en prie, colonel. Et je remercie aussi le ministre Sidi Touré qui me permet de communiquer sur cette question, bien entendu, pour rassurer les uns et les autres sur ce qu'est la fermeture des pêches et quels sont effectivement les tenants et les aboutissants. C'est ça. Alors, pour comprendre le principe de la fermeture des pêches, il faut remonter à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui donne mandat aux États côtiers sur une surface de 200 000 km² pour ce qui est de la Côte d'Ivoire d'assurer un plein pouvoir de gestion et d'exploitation de ces ressources. Alors, il se trouve que depuis toujours, nous avons exercé l'activité de pêche. Aujourd'hui, on constate une tendance très baissière de capture au niveau de nos ressources. Alors, pour vous donner une idée, en 2003, on avait une capacité de 69 000 tonnes. En 2020, nous sommes retrouvés à près de 46 000 tonnes. Permettez-moi que je vous arrête. Quand vous dites on, vous parlez de tout type de pêche. Non, je parle de la Côte d'Ivoire, mais tout type de pêche. Est-ce que c'est la pêche à la fois traditionnelle et la pêche moderne? C'est tout? J'en viens. C'est toutes les pêcheries de la Côte d'Ivoire par des embarcations artisanales, industrielles, qui battent pavillon ivoirien. Donc, c'est toute la pêche qui est concernée. Et donc, cette tendance baissière, pour cette période d'environ 20 ans,
nous a engendré près de 48% de réduction de la pêche. Ça veut dire que si rien n'est fait, nous tendons directement vers une disparition de la filière pêche en Côte d'Ivoire. Alors cette mesure est une mesure de gestion approuvée par l'ensemble des institutions de recherche qui appuient le développement du secteur de la pêche pour effectivement limiter l'action de l'exploitation de la pêche de nos ressources. Alors qu'est-ce que ça dit? Pour une période bien précise, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, pour la mesure que nous prenons, du 1er juillet au 31 juillet, il n'y aura pas d'activité de pêche au niveau de la pêche artisanale. Du 1er juillet toujours jusqu'au 31 août, il n'y aura pas d'activité pour la pêche industrielle. Pourquoi cette disparité? Cette disparité simplement parce que la pêche artisanale concerne une zone assez limitée qui est proche de la côte. Et c'est cette pêcherie-là qui alimente directement les ménages en Côte d'Ivoire. Donc, et ce sont les populations les plus vulnérables qui sont dans ce maillon de production. Donc, si nous prolongeons un peu trop, vous comprenez que ça va faire beaucoup plus d'impact en termes de moyens d'existence. Vous parlez de fermeture de la pêche pour une période. Moi, la question que je voudrais poser, c'est que quand vous fermez pendant cette période, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre les bateaux chinois qui viennent pêcher en eau mer de façon illégale? Non, je voudrais vous rassurer, la fermeture dont on parle ici concerne toutes les embarcations, aussi bien les embarcations nationales qu'étrangères. Mais je veux dire, c'est de façon illégale en fait. En termes de dispositifs pour surveiller notre zone économique exclusive, il faut dire que la Côte d'Ivoire est dotée depuis bientôt 5 ans d'un équipement satellitaire qui permet de voir toutes les activités des navires dans nos eaux. En plus de cela, pendant cette période, le ministère de la Défense, donc le ministère de la Défense à travers la Marine nationale, est engagé dans le processus. Et nous avons, avec le ministère de la Défense, arrêté un programme de surveillance, de patrouille sur nos eaux durant cette période. D'accord. Le colonel, justement, Daouda, il allait un peu rapidement, d'ailleurs, parce que lui veut savoir qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir contrôler les côtes. Mais lorsqu'on décide de fermer, dans ce premier temps, c'est pour empêcher que les gens viennent pêcher. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Exactement. C'est très important de le souligner. Pendant la période de fermeture, cette période n'est pas choisie par hasard. C'est la période de fraise, c'est-à-dire la période où les eaux montent et où les espèces de poissons qu'il y a dans cette région se reproduisent. Donc nous avons des mers géniteurs qui sont j'allais dire, pleines d'œufs à libérer dans la nature avec les alevins qui vont recoloniser le milieu. Donc en gardant cette période inactive, on crée les conditions nécessaires pour la reproduction des poissons et pour, j'allais dire, comme je l'ai dit, la recolonisation de notre environnement de nouvelles espèces et de nouveaux poissons. Ok, d'accord. Je comprends parfaitement ce que vous dites, monsieur le colonel, pardon. Mais ce que je demande, est-ce qu'en termes de palliatifs, vous avez prévu, par exemple, vu que cette pêche est fermée, est-ce que concomitamment, ça a été développé la pisciculture, c'est un exemple que je donne, où on pourrait quand même aussi élever un certain nombre de poissons, de sorte que quand on ferme cette pêche qui est dans nos eaux, qui sont sur la côte, on puisse quand même contenter le marché intérieur. Est-ce que ça, c'est prévu? Non, à ce niveau, je tiens à vous rassurer. Cette mesure de fermeture a été, j'allais dire, actée par la Côte d'Ivoire déjà depuis décembre 2021. Okay. Et depuis lors, nous sommes rentrés dans une phase de sensibilisation de tous les acteurs de la chaîne de valeur du poisson pour qu'au moment venu, il y ait la possibilité de toujours assurer la fourniture du marché local. Alors, je voudrais de façon précise vous indiquer que la période de juillet et août, en termes de besoins, a été estimée sur une période de 7 ans, avec les statistiques. Les tonnes de besoins estimées à 15 000 tonnes. Okay. 15 000 tonnes. Donc, on a informé les importateurs, on a informé les producteurs comme les aquaculteurs, afin de pouvoir garantir cette disponibilité pour couvrir cette période. Okay. Donc, logiquement, il ne devait pas avoir de rupture sur le marché. Est-ce que vous avez, parce que moi, c'est ma sœur qui m'avait déjà alerté, ma grande sœur, qui me disait qu'elle était à le supermarché, qu'elle avait découvert que c'était fermé. Elle était inquiète, mais qu'est-ce qui se passe? On a fermé, il y a des problèmes sur les poissons, qu'est-ce qui se passe? Et moi, c'est peut-être 3 jours plus tard que dans le supermarché où je vais, j'ai vu également le panonceau marqué. Est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment communiqué auprès des populations qu'il y aurait cette fermeture de la pêche et que concernant la disponibilité, qu'on aurait plutôt du poisson congelé
pendant 2 mois. Parce que moi, c'est en cherchant après sur Internet que j'ai découvert. Mais les populations elles-mêmes, on n'a pas l'impression qu'elles étaient informées, en fait. Ah oui, parce que... Moi, je ne savais pas. Voilà, vous faites bien de nous dire ça. On a découvert. Moi, ce que j'entends l'explication du colonel pour dire il y aura une disponibilité de poissons dans la période, mais je ne savais pas que ça allait être une disponibilité particulière. Non, effectivement, la sensibilisation a été continue, comme je l'ai dit, depuis décembre 2021. Et même pour cette période, j'allais dire un mois avant la fermeture, les délégations du ministère ont sillonné toutes les côtes de Adiaké jusqu'à Tabou pour informer les différents acteurs sur les dispositions à prendre pour pouvoir garantir. Ça, on est d'accord, ce sont les acteurs. Vous avez déjà dit ne pêchez pas. J'en viens. C'est pas à part, d'accord. Allez-y, mon colonel. Le ministre même a fait une déclaration à la mi-juin pour annoncer qu'il va y avoir la fermeture de pêche. Mais bien avant ça, le 19 avril, que le décret a été pris en Conseil des ministres, instituant la fermeture de pêche en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu un certain nombre... en communiqué des conseils des ministres, effectivement. Oui. Donc, déjà, il y a plusieurs niveaux d'information. Donc, ce que je viens de présenter, il y a le décret du gouvernement, il y a le ministre qui fait une déclaration publique, il y a des missions qui vont sur le terrain pour rencontrer tous les acteurs, accompagnés par la chefferie, le préfet et tous les acteurs qui sont sur le terrain pour que la sensibilisation continue. Non, on est d'accord, colonel, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui lisent les communiqués du Conseil des ministres ou bien qui vont sur la page même ou bien dans certains journaux. Non, c'est un en fait. fait, ce que je parle de spots publicitaires qui touchent les médias, les grands médias, et qui informeraient une fois par semaine, un mois avant la fermeture de la pêche. Donc, vous prenez ça comme une suggestion ? C'est juste une suggestion, voilà. C'est une suggestion. C'est juste une suggestion. que je Parce qu'on a prends. découvert ça comme Je vais ça. plus loin, des spots publicitaires qui passeraient sur la FTV. Sur la FTV. Surtout, il n'y a pas de problème. Toute la semaine. Mais Colonel, moi, la question que je voulais vous On a une poser... question par rapport à ça. Bonjour, Alice Daouda. Voilà, ma question c'était de savoir, puisque vous avez fait les fermetures, vous parlez de fermeture, ça veut dire que sûrement il y a des sanctions qui vont venir derrière au cas où il y a des gens qui enfreignent. Les contrevenants, comment sont-ils sanctionnés? Non, Oui. je veux compléter quand même la question. Comment ils sont-ils? Parce qu'on a posé la question. Est-ce que vous avez les moyens? Surtout, moi, je peux vous comprendre au niveau industriel, ceux qui ont les grands bateaux. Mais je veux dire que moi, à Port-Boué, au quartier Vanou, le mec, il a sa pirogue, il va aller pêcher. Je veux dire, quels sont les moyens Est-ce que la dont pêche on de loisirs dispose? aussi est interdite? Donc, est-ce qu'on dispose vraiment des vrais moyens pour pouvoir mettre la main sur les contrevenants? À ce niveau, il faut préciser que dans tous les départements de la zone côtière, il y a l'administration des pêches qui est représentée et il y a des inspecteurs de pêche qui sillonnent les côtes. Et depuis que la mesure est prise, tous ces acteurs-là sont sur le terrain pour effectivement veiller à ce que la mesure soit effectivement appliquée. Et nous, au niveau central, de façon régulière, j'allais dire de façon journalière, nous essayons de nous assurer de ce qui se passe sur le terrain en termes d'effectivité de la mise en œuvre de l'activité. Une question beaucoup plus précise. Mais il n'a pas répondu à ma question. Oui, la question maintenant de Daouda. La question relative aux sanctions, il faut dire que par rapport à l'article 105 de la loi sur la pêche en Côte d'Ivoire, tout contrevenant de cette mesure est frappé d'une sanction de prison allant de 1 an à 5 ans et d'une amende de l'ordre de 50 à 300 millions de francs CFA. Sans passer devant le juge de police. Hein. Oui, mais nous souhaitons plutôt qu'on n'en arrive pas à cette situation. C'est pourquoi nous faisons cette séance d'information et de sensibilisation. Parce que notre objectif n'est pas de mettre les gens sanctionnés, mais que tout le monde adhère à cette mesure, de sorte que nous puissions arriver de façon... Alors, colonel, certains téléspectateurs qui nous regardent se posent une seule question. Oui. Quand il finit de dire tout ça, le gentil et joli colonel qu'il a, est-ce qu'on aura du poisson dans nos supermarchés? Parce que Madame Bleu est en train de nous affoler en disant qu'elle allait au supermarché, c'est marqué attention. Et maintenant, les poissons sont en sachettés. Est-ce que ce n'est pas juste une situation isolée dans son supermarché? Est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui peuvent disposer de poissons Mais il a parlé de 15 000, je pense, 15 000 oui, tonnes. donc ça a été équilibré pour la période. Il faut aussi dire que le ministère ne travaille pas isolement. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec le ministère du Commerce. Et quand nous avons reçu les différents importateurs et les distributeurs de poissons, nous leur avons présenté la situation. Et le ministère du Commerce est aussi engagé avec nous sur les marchés pour s'assurer de l'état d'avancement de la situation. Donc, en principe, jusque-là, le retour que nous avons, le retour est bon, nous n'avons pas de situation catastrophique. Ok, mais colonel, existe-t-il des exceptions
à la fermeture saisonnière de la pêche? Si oui, quelles sont ces raisons? Des exceptions en termes de mesures. Oui, je veux dire que bien avant l'adoption de cette mesure en Côte d'Ivoire, il y avait d'autres mesures, notamment le contrôle des engins, la mise en place des systèmes de surveillance qui permettent de maîtriser effectivement l'effort de pêche. Il y a aussi les inspections que nous faisons sur les engins qui vont à la pêche. Donc il y a un ensemble de mesures que nous prenons. Mais comme je vous l'ai dit, malgré ces Est-ce qu'il n'y a pas des zones quelque part où on peut permettre de pêcher un peu? C'était ça? C'est ça même. Il n'y a aucune exception. Non, je tiens à préciser que cette mesure concerne la pêche maritime. Maritime. Ça veut dire que dans la zone Donc la lagunaire, pêche de loisirs, on peut la continuer, la pêche de loisirs? tant qu'elle se fait en zone maritime, elle est concernée. Ok. Mais il s'agit des pêcheries qui se feront dans les lagunes, sur les lacs, par exemple, à Poussou et à Tabo, peuvent toujours continuer à se faire. Mais quand même, une dernière question de conclusion quand même, enfin conclusion par rapport à la mesure. Oui, parce que regardez, il va rester 20 secondes. Donc je dis conclusion pour dire, au fond, quel est le bénéfice qu'on gagne? Vous l'avez évoqué très rapidement, mais est-ce qu'on peut avoir quand même, parce que la population qui nous écoute, Edith en parle, il faut qu'ils entendent justement ce qu'on gagne à avoir ce genre de mesures. On aura 2 mois de trêve pour la pêche maritime. Qu'est-ce que ça va nous rapporter en termes de gains en tonnage de poissons, si j'essaie d'imager ça comme ça? D'accord. Déjà, il faut comprendre que cette mesure est faite pour garantir la durabilité de l'activité de pêche et garantir les revenus de tous les acteurs qui sont sur la filière pêche. Parce que si aujourd'hui le maillon pêche disparaît en Côte d'Ivoire, c'est plusieurs milliers de personnes qui vont manquer d'activité et bien entendu des ressources alimentaires en forme de poissons. Donc c'est vraiment ça notre objectif. Maintenant, concernant, j'allais dire l'impact immédiat de cette activité, à ce stade, ce que nous avons prévu, c'est de mettre en place un comité de suivi qui va prendre en charge, ou bien qui va comprendre les acteurs du ministère, les agents du ministère, les acteurs eux-mêmes, la recherche. Et sur la base du suivi que nous allons mettre en place, nous pourrons dire alors quels sont les résultats. Un des aspects que je voudrais souligner, c'est qu'on peut déjà mesurer l'impact à travers les points de débarquement, les captures qui sont faites chaque fois. Parce qu'au niveau technique, nous assurons les statistiques de pêche à chaque débarquement. Donc, ça nous permet de savoir si la production baisse et si la biodiversité... Une super dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a des espèces qui ont disparu ces dernières années de nos côtes du fait justement de la pêche un peu comme ça? Juste oui ou non? Forcément, oui. Oui. Ok. Forcément, oui. Donc attention. Alors, les populations aujourd'hui veulent savoir, après cette opération, on aura un peu plus de poissons. Oui. Voilà, allez, on est rassurés. Merci beaucoup, colonel Dedi Nadje Séraphin. Je rappelle que vous êtes sur notre plateau là. Vous étiez là pour parler donc de la fermeture de la saison, fermeture saisonnière de la pêche maritime. On précise. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci, monsieur Molougbe. Merci, monsieur Koulibaly. Merci, monsieur Bois. Merci, madame Bleu. Merci à toutes les équipes. Merci beaucoup, colonel. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau là pour la suite du Grand Talk, pour un autre numéro, pour les grands soins de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.